L'expression du patrimoine génétique. Quel est le lien entre un gène et une protéine? On sait qu'un chromosome est constitué ici d'une seule molécule d'ADN. Quelquefois, il peut y avoir deux molécules d'ADN qui forment les deux chromatides. Ici, on a l'exemple d'un chromosome monochromatidien avec une seule molécule d'ADN en bleu. Sur ces chromosomes se situent les gènes. L'emplacement d'un gène, c'est un locus. Ce gène, on sait que c'est une portion d'ADN. Cet ADN est constitué de nucléotides qui sont complémentaires. Donc un gène est une séquence de nucléotides. Un code détecté, lu par la cellule pour produire une protéine. Le gène est donc une séquence en nucléotides que la cellule va décoder et le transformer en protéine, qui est une séquence en acides aminés. Il existe 20 acides aminés différents, on les voit dans le tableau. Le code qui permet à la cellule de produire ces séquences en acides aminés, donc ces protéines à partir d'un gène, est ce que l'on appelle le code génétique. Ce code génétique va faire le lien entre les nucléotides et les acides aminés. Par exemple, pour obtenir de l'arginine, la cellule va décoder AGA comme de l'arginine. Chaque codon, c'est-à-dire un triplet de nucléotides, correspond à un acide aminé. On s'aperçoit que ce code génétique est redondant, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs codons qui codent le même acide aminé. Ce code génétique est quand même univoque, c'est-à-dire que chaque codon ne va à chaque fois coder que pour un acide aminé. Ce code génétique est universel, c'est-à-dire que tous les êtres vivants utilisent ce code génétique pour décoder les gènes en protéines. Donc il est pratiquement universel chez toutes les espèces, il y a quelques exceptions. Alors la première étape pour transformer un gène en protéine est ce que l'on appelle la transcription. Cette transcription a lieu dans le noyau de la cellule, donc à l'endroit où il y a le gène. Là, on reconnaît l'ADN avec les nucléotides de l'ADN. On a le sens de la transcription. Pour cette transcription, on a besoin d'enzymes, comme on l'a vu pour la réplication de l'ADN. Cette enzyme ici est ce que l'on appelle l'ARN polymérase. Cette ARN polymérase va utiliser le brin que l'on appelle le brin transcrit pour ajouter des nucléotides. Et ici, ces nucléotides sont un petit peu particuliers puisque notamment on voit qu'il y a un U qui correspond à l'uracile et qu'il n'y a plus de T dans ce brin que cette ARN polymérase est en train de former. Donc le brin que l'on obtient sera un brin qui sera simple brin. Il n'y aura pas de double hélice comme dans l'ADN. Et ce brin est appelé ARN messager. Donc l'ARN polymérase va produire petit à petit, en remontant le brin transcrit, un ARN messager. Et cet ARN messager sera une copie du gène. Donc là, on vient de voir la transcription. On part d'un ADN. Cet ADN va être transcrit en ARN messager. Cet ARN messager ensuite sera libre dans le noyau de la cellule et va pouvoir se déplacer pour être traduit, donc ce qu'on appelle la traduction, en polypeptide, donc à savoir une séquence en acides aminés. Comment se passe la traduction de l'ARN messager en protéines? D'autres protéines interviennent, ce sont les ribosomes.
ces ribosomes sont constitués de deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Et donc, ces ribosomes vont venir se fixer sur l'ARN messager et vont lire cet ARN messager en associant petit à petit les acides aminés. Une fois que les ribosomes ont lu l'ensemble de l'ARN messager, ils vont libérer la protéine dans le cytoplasme de la cellule. Et les deux sous-unités pourront être recyclées pour de nouveau être utilisées pour la synthèse d'une protéine. Où se situent ces ribosomes? Donc là, on voit l'enveloppe nucléaire, donc l'enveloppe qui entoure le noyau dans la cellule. Cette enveloppe nucléaire est liée au réticulum endoplasmique rugueux, donc qui est un organite que l'on trouve dans le cytoplasme des cellules. Et comme on le voit sur la paroi de ce réticulum endoplasmique rugueux, il y a les ribosomes. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs rugueux, puisqu'il a plein de petits points qui correspondent aux sous-unités des ribosomes. À côté, ensuite, il y a le réticulum endoplasmique lisse. Alors, comment se déroule cette traduction? Ici, on voit l'ARN messager avec sa séquence en nucléotides. Avec, bien sûr, on ne voit plus la thymine, mais on voit l'uracile. Les ribosomes vont se fixer sur ce que l'on appelle un codon initiateur. Ce codon initiateur permet de commencer la traduction de l'ARN messager. On voit que le ribosome a commencé déjà à traduire cet ARN messager en acide aminé, et donc AUG est décrypté comme une méthionine. Ensuite, ça serait le codon UGG. Donc le ribosome détecte ce codon et va associer le tryptophane, qui est donc l'acide aminé associé à ce codon. Donc là, on voit bien que le ribosome est composé de deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité qui se met en dessous. Alors, comment le ribosome sait-il quand il doit s'arrêter de lire le gène? Et bien là aussi, il existe des codons stop qui permettent d'arrêter la traduction. Donc, on voit que UAA, UAG sont des codons stop. Même chose pour UGA. Donc, il existe 3 codons stop. Dès que le ribosome va lire ces codons, il va arrêter de traduire. Il va arrêter la traduction. Donc là, ça récapitule la transcription et la traduction. La transcription, c'est donc la copie du gène en ARN messager. Donc on voit qu'en fait, cet ARN, quand il est dans le noyau, est appelé un ARN pré-messager. Il va subir un épissage, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de l'ARN messager qui ne va pas se retrouver dans l'ARN messager. Et donc, il y a seulement quelques parties de cet ARN pré-messager qui vont être utilisées pour former un ARN messager. Cet ARN messager va pouvoir passer par les pores de la cellule, va se retrouver dans le réticulum endoplasmique rugueux, où il va être traduit par les sous-unités des ribosomes. Ces ribosomes vont ensuite donc associer les acides aminés les uns avec les autres par des liaisons covalentes et former petit à petit cette protéine. Cette protéine ensuite se retrouvera dans la cellule et pourra assurer sa fonction. Donc l'épissage, là on part d'un ARN pré-messager, donc lorsqu'on est dans le noyau de la cellule, on voit qu'il est constitué de plusieurs portions et au cours de l'épissage, il n'y a que certaines portions qui vont être gardées. Donc de cette façon, plusieurs ARN messagers pourront être produits, ce qui permettra, lors de la traduction, à partir d'un même pré-messager, d'obtenir différentes protéines. Ce qui permet d'avoir, même si on a 20 000 gènes, d'avoir ce qu'on appelle des protéomes très très larges, c'est-à-dire l'ensemble des protéines que peut produire l'organisme est vraiment très important, beaucoup plus important que le nombre de gènes que nous avons dans notre ADN.